L'autre jour, en parcourant la guerre des Gaules de Jules César, je me suis retrouvé nez à nez au milieu du conflit face au mot magistratus. Le mot magistratus était employé dans un contexte plutôt clair. Il y avait dans l'histoire de César des magistratus helvètes, ou suisses si vous préférez, qui voulaient retenir dans les fers un chef ayant trahi son peuple. Alors tout cela était plutôt clair, c'est du bon sens que de rapprocher un mot latin avec un mot français qui lui ressemble, magistrat. Ces magistratus, dans mon esprit, étaient certainement des juges. Et oui, c'était le cas, c'étaient des gens qui étaient associés au pouvoir judiciaire. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que je suis allé creuser un peu la question de la République romaine en ouvrant du Cicéron. Cicéron qui donne dans les derniers écrits de sa vie le projet d'écrire la République idéale selon lui. En tout cas, dans son livre sur les lois, il donne au magistratus un sens qui m'a désarçonné. Chez Cicéron, le magistratus dirige les citoyens et ces derniers doivent savoir lui obéir. Et même pour pouvoir diriger correctement, les magistratus doivent prendre les augures, c'est-à-dire qu'ils doivent scruter le ciel pour lire les signes que les dieux leur envoient. Cela m'a vraiment perturbé, et à ce moment-là, j'ai fait ce que tout bon lecteur doit faire, ouvrir un dictionnaire, non pas un dictionnaire de français, puisque le français ne m'aidait plus, mais un dictionnaire de latin, le Gaffio. Et qu'était-il écrit à l'entrée magistratus du Gaffio ? Charge, fonction publique, magistrature. Cela veut dire, pour éclairer votre lanterne, que, à Rome, ce qui correspond à nos hauts fonctionnaires sont tous des magistrats. Voici quelques exemples. Le questeur qui s'occupe des finances est un magistrat. Les sénateurs qui constituent la chambre la plus importante de la République romaine sont des magistrats. L'édile qui veille à l'entretien des voiries, à l'approvisionnement en blé par exemple, lui aussi est un magistrat, et même les prêtres sont des magistrats. Voyageurs de passage, fraternité, amis, d'où sort donc cette bizarrerie ? Ceux qui me connaissent savent que je pars d'une anecdote pour m'éloigner un petit peu et poser une question à la fois plus étendue et plus profonde, et la question du jour sera d'où le potentat romain, d'où l'homme de pouvoir à Rome tire-t-il sa légitimité ? Or, suite à ces réflexions, survint un mal ancestral, le désir de régner, et c'est de là qu'une atroce rivalité naquit d'un commencement raisonnablement calme. Puisqu'ils étaient jumeaux et que le respect lié à l'âge ne pouvait les démarquer, afin que les dieux qui étaient protecteurs de ce lieu au moyen d'augures choisissent qui donnerait son nom à la nouvelle ville, une fois fondée, qui la dirigerait sous son commandement, Romulus au mont Palatin, Rémus à l'Aventin, pour observer les signes, ils prennent des lieux sacrés. Templa capiunt. Vous connaissez l'histoire de Rémus et Romulus peut-être, ces deux jumeaux qui furent pris du même désir de fonder une ville, Cupido urbis condendae, cette ville, ce sera Rome. Eh bien, si ce désir était commun, il n'était pourtant pas partagé. Chacun des deux aurait voulu tenir la magistrature suprême. Autrement dit, chacun des deux voulait être le seul roi. Que font Rémus et Romulus pour se départager ? Ils en appellent aux dieux, ils prennent les augures. Creusons un petit peu le vocabulaire pour y voir plus clair. Le mot magistrature, ou magistratus en latin, a la même origine que le mot latin magis. C'est assez simple. En fait, le mot latin magis correspond à la formule de comparaison en français plus que. Par exemple, chez Cicéron, on va retrouver dissertus magis quam sapiens. Il est plus dissertateur que bavard. Eh bien, ce mot magis en latin a aussi quelques cousins. Par exemple, le mot magister, qui doit vous rappeler le mot français magistral, par exemple.
Un magister, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple. Le magister equitum, c'est le maître de cavalerie. C'est donc quelqu'un qui dirige un groupe, mais pas seulement. Il dirige un groupe parce qu'il a des connaissances. Il peut être aussi maître d'une discipline. Par exemple, le magister dicendi est le maître d'éloquence. Et pour les curieux, le mot magister, à l'origine, était employé dans le contexte du droit sacré. On avait au départ le magister sacrorum, le maître des sacrifices. Encore un autre cousin du mot magis, mais cette fois-ci on en est un petit peu moins sûr, c'est plutôt pour l'anecdote que je le dis. Nous sommes au mois de mai au moment où je tourne cette vidéo et où je la publie, j'espère. Eh bien, le mois de mai vient d'une divinité qui s'appelait Maya. Ça, on en est sûr. Et on pense que le mot Maya a la même racine que magis. Un petit dernier pour la route et je vous assure que je cesserai d'abuser de votre patience. Le mot magis a un autre membre de sa famille qui est Magnus, signifiant grand. Par exemple dans Carolus Magnus, Charles le Grand, ou encore Charlemagne. On retrouve Magnus dans magnifique. Quelque chose qu'on trouve magnifique, c'est quelque chose dont on fait grand cas. Vous l'avez aussi dans magnitude pour un tremblement de terre et déjà en latin magnitudo a ce sens d'intensité. Revenons à nos moutons, comme dirait Rabelais. Qu'est-ce que cette petite enquête linguistique nous apprend sur le mot magistratus? Eh bien que le magistrat est plus qu'un autre. Il a l'ascendant sur les autres. Lui peut juger, lui peut convoquer les assemblées, et pas vous ou moi. Et pourquoi cela? Eh bien parce que son pouvoir à lui n'est pas anecdotique, pas du tout. Son pouvoir est d'essence divine. Il le tient de l'autorité des dieux grâce au protocole qui consiste en la prise des augures. Donc, si vous me suivez bien, à partir du moment où le pouvoir vient de la prise des augures, si on comprend comment se déroule cette prise des augures, eh bien, tout va s'éclairer. Reprenons ce que nous avons appris jusque-là. Le magistrat romain, le chef en général, est augmenté. Son autorité est liée à la prise des augures. Et cela tombe bien, puisque les mots augmenté, en latin augere, autorité, en latin auctoritas, et augure, en latin augurium, ces trois mots ont la même racine, aug, qui contient le sens d'augmentation. Alors comment ça se passe? Comment se déroule cette prise des augures, cette augmentation de l'homme qui devient homme de pouvoir aux yeux des autres membres de sa communauté? Comment prendre les augures? Avant toute chose, gardez à l'esprit que l'art augural est une institution archaïque qui va traverser les âges de Rome, peu importe le type de gouvernement, qu'on soit en monarchie, en république ou dans l'Empire romain. C'est grâce à l'art augural que le potentat, l'homme de pouvoir, peut justifier de sa légitimité d'origine surnaturelle. Comment est-ce qu'on prend les augures à Rome, donc ? Un magistrat qui a été élu par les Romains a besoin d'avoir l'accord des divinités pour réellement accéder à son poste. Il va passer la nuit dehors et au petit matin, il se lèvera et cheminera pour aller jusqu'à l'endroit dans Rome d'où il regardera le ciel pour prendre les augures. Je fais une petite parenthèse ici. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble de la procédure, il faudrait au moins doubler la taille de la vidéo, je ferai plus tard une vidéo à part. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de vous donner les grandes lignes et de prendre ce qui nous est utile pour la question du pouvoir. Notre futur magistrat arrive sur place, ce sera le Capitole, ce sera parfois le Palatin, ce peut être aussi une petite colline qu'on appelle la Collis Latiaris. Peu importe, il arrive au lieu-dit, il rencontre un camarade, un prêtre qui lui est spécialisé dans la prise des augures. Et ce prêtre a délimité au sol un espace sacré qu'on appelle un templum. Ce n'est pas un temple comme on l'entend aujourd'hui, un édifice, non, c'est simplement un espace sacré.
Ces deux hommes vont donc se retrouver sur le Templum, et d'ici, en regardant le ciel et en utilisant un bâton qui s'appelle le Lituus, que vous voyez à l'image, il est recourbé sur le bout, et bien en utilisant ce bâton, ils vont délimiter le ciel. Là encore, je ne vais pas m'attarder sur la question, mais on a toute une géographie augurale qui est basée sur un système de séparation, avec une correspondance entre le ciel et la terre, parfois même la limite de Rome et les limites du monde, enfin bref. On va prendre la situation la plus simple et la plus commune. Notre augure ou notre magistrat, selon la question qui est posée, va séparer le ciel en deux parties. À sa droite, on aura le sud, à sa gauche, on aura le nord, et selon l'endroit d'où viennent les signes, selon la nature des signes, des oiseaux, des intempéries, des éclairs, selon le déplacement de ces signes, on pourra interpréter la réponse des divinités. Je parle de divinité au pluriel, mais en fait, il y en a une en particulier à qui on fait la demande. Jupiter, le roi des dieux, celui qui détient l'auctoritas suprême. L'idée, c'est que Jupiter, en acquiesçant, on espère qu'il acquiesce, parce que sinon c'est une défense. Jupiter, en acquiesçant, va transmettre de son auctoritas au demandeur, de manière à lui permettre de réaliser son projet dans la bonne fortune. Et fortune au sens fort du terme. Le destin est avec cet homme. En fait, Jupiter augmente cet homme, c'est-à-dire lui donne le pouvoir de continuer. En tout cas, lorsqu'il l'acquiesce, parce qu'il peut aussi défendre. Oui ou non cet homme sera-t-il magistrat? Oui ou non la bataille que nous voulons mener sera-t-elle sous de bons augures, c'est-à-dire serons-nous victorieux? Et si Jupiter est contre, s'il défend, il ne vaut mieux pas mener bataille. Et j'insiste, tout cela n'est pas de la simple littérature, c'est légal, c'est-à-dire que si vous faites mal les choses, à ce moment-là, il y a vice de procédure. Vitium en latin, et on peut avoir des procès à cause de cela. Les deux hommes doivent particulièrement être attentifs dans leur échange, dans leurs gestes, qui tous sont codifiés. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et le but, c'est d'obtenir le silentium, ce mot qui a donné silence en français. C'est-à-dire qu'aucun bruit ne doit gêner nos deux hommes. Et quand je dis aucun bruit, c'est tout ce qui provoque le bruit. En fait, tout ce qui peut gêner la procédure doit être écarté. On obtient le silentium lorsque plus rien ne peut conduire à un vice de procédure. Souvenons-nous de l'histoire de Rémus et Romulus, leur prise des auspices, qui va se répéter avec les autres rois de Rome, notamment Numa. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on prend les auspices, on renouvelle cet acte fondateur. Chaque fois qu'il y a besoin d'une décision politique majeure, on en revient à réaffirmer la fondation de Rome. D'ailleurs, le Lituus, qui aurait été utilisé par Romulus, d'après les Romains, était conservé au Palatin. Si vous ne devez retenir qu'une chose et une seule, c'est que l'auctoritas au temps des Romains, c'est plus qu'être augmenté. C'est avoir la puissance d'augmenter à l'image de Jupiter, le roi des dieux qui détient l'auctoritas suprême. Détenir l'auctoritas, c'est véritablement devenir auteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous convie à la partager, votre partage sera mon salaire, voire à en parler autour de vous.